Cette première discussion n'est pas suffisante, car nous reconnaissons que, dans les 3/4 des cas, il y a réellement des troubles sexuels et des préoccupations des malades relatifs à ces troubles. Il faut maintenant rechercher quelle place l'analyse psychologique fait à ces troubles dans l'ensemble de la maladie. Dans quelques cas, nous n'avons pas d'hésitation. On voit que la maladie commence nettement un peu de temps après l'aventure sexuelle et qu'il n'y avait aucune trace de ces troubles maladifs avant l'émotion sexuelle. On voit que la guérison de la maladie commence par la guérison de la fonction sexuelle, les autres troubles ne disparaissant qu'après les troubles de cette fonction. On n'obtient de modification des symptômes pathologiques qu'en agissant sur les idées et sur les actes sexuels. En un mot, les applications les plus correctes des méthodes d'induction nous montrent que les phénomènes sexuels sont l'antécédent des troubles névropathiques. Nous admettons donc que, dans ces cas, l'aventure sexuelle a déterminé non seulement un souvenir, mais une grande émotion et un épuisement, avec abaissement de la tension psychologique, et qu'elle a bien été le point de départ de la maladie. Tout au plus pourrions-nous remarquer que le caractère nocif de l'aventure est dû aux émotions et aux épuisements qu'elle détermine, plutôt qu'à son caractère sexuel proprement dit. Mais peu importe. Nous sommes ici d'accord avec M. Freud pour rattacher le début de la maladie à l'événement sexuel. D'ailleurs, tous les auteurs étaient d'accord depuis longtemps pour admettre l'existence de faits de ce genre. Mais faut-il comprendre de la même manière toutes les observations, de beaucoup les plus nombreuses, où nous voyons des troubles sexuels apparaître à un moment quelconque de la maladie, disparaître irrégulièrement, tandis que la maladie persiste, dans lesquels, en un mot, le déterminisme des phénomènes n'est pas du tout manifeste. M. Freud nous dit que, dans tous ces cas, nous devons toujours considérer les troubles sexuels comme primordiaux et essentiels simplement parce qu'on peut voir une certaine analogie entre les symptômes de la maladie et les phénomènes sexuels. Ainsi, l'angoisse ressemble dans quelques-unes de ses manifestations extérieures à la jouissance du coït. Donc, l'angoisse doit être un trouble sexuel. De vagues analogies de ce genre n'ont jamais été admises comme des preuves suffisantes d'un déterminisme. Elles pourraient d'ailleurs être interprétées de manière toute différente. L'angoisse ressemble aussi à la peur, ou à la surprise, ou au trouble des maladies cardiaques. Si on ne se guide que par l'analogie, auquel de ces troubles faudra-t-il la rattacher ? Ce qui est important, ce sont les conditions dans lesquelles se présente l'angoisse. J'ai essayé de montrer qu'elle apparaît chez des individus déprimés, incapables d'exécuter correctement certains phénomènes psychologiques de haute tension. C'est pourquoi j'ai été amené à supposer qu'elle est une décharge, une dérivation intéressant les appareils des fonctions organiques qui se produit quand les phénomènes supérieurs ne peuvent pas s'exécuter. Diverses observations et diverses expériences sur la production et la suppression de l'angoisse semblent confirmer cette hypothèse. Quoi qu'il en soit, une chose paraît certaine, c'est que l'angoisse apparaît à propos d'une insuffisance portant sur un acte quelconque et non pas à la suite des insuffisances sexuelles. L'analogie vague des symptômes avec des phénomènes sexuels n'est pas une raison suffisante pour donner la prépondérance à ces phénomènes sexuels dans l'interprétation de la maladie. Bien entendu, nous ne considérerons pas non plus comme démonstratives les analogies apparentes obtenues par les constructions symboliques. Dire qu'un phénomène peut, à la rigueur, s'expliquer par une de ces constructions, cela ne prouve pas du tout qu'ils doivent s'expliquer par cette construction et qu'ils ne puissent pas s'expliquer par une autre. En réalité, il n'y a aucune démonstration qui permette de généraliser ce rôle des phénomènes sexuels. Il s'agit uniquement de constructions imaginaires que nous pouvons adopter ou non, suivant nos préférences. Mais malheureusement, nous nous trouvons en présence d'une difficulté qui a été indiquée depuis longtemps par l'analyse psychologique et qui ne nous laisse pas tout à fait libres de suivre sur ce point nos préférences. Reprenant une idée qui avait déjà été présentée souvent par les anciens aliénistes, j'ai essayé d'expliquer dans mon livre sur les obsessions, 1903,
que nous connaissions au moins en partie le déterminisme des troubles sexuels de certains névropathes. Dans bien des cas, on peut établir que ces troubles sexuels, au lieu de causer toute la maladie nerveuse, en sont au contraire la conséquence et l'expression. Je vois qu'aujourd'hui, Monsieur F.R. Lyman Wells adopte cette manière de voir. La vie sexuelle, dit-il, est dans notre civilisation assez difficile, et elle devient une des pierres de touche de la puissance d'adaptation mentale. Les désordres de la conduite sexuelle sont une des manifestations les plus fréquentes et les plus inévitables des maladies nerveuses. Monsieur Ladame rappelle l'opinion de plusieurs auteurs qui comprennent également les choses de cette manière et paraît adopter les mêmes conclusions. Comme ce point présente ici une assez grande importance, après avoir montré que la vie sexuelle du psychasthénique est bien souvent troublée, j'ai ajouté que certains malades le constatent avec résignation, tandis que les autres s'en irritent et font des efforts désespérés et ridicules pour retrouver le paradis perdu, ce qui détermine une foule d'obsessions de caractère sexuel. J'admets donc, disais-je, les faits signalés par M. Freud, les préoccupations sexuelles chez les obsédés. Mais je crois qu'il faut les interpréter autrement. M. Freud considère le trouble sexuel, par exemple une satisfaction génitale insuffisante, comme le fait primitif résultant des circonstances extérieures ou de la conduite volontaire du malade, et il admet que c'est cette insuffisance accidentelle des excitations génitales qui détermine de toute pièce la névrose. Ces insuffisances sont loin d'être primitives et de dépendre des circonstances. Même dans la masturbation, même dans le coït réservé, à plus forte raison dans le coït normal, ces personnes pourraient trouver une satisfaction suffisante si elles étaient normales. Mais elles ne le sont pas. Et ces insuffisances de l'émotion sexuelle ne sont qu'une manifestation, un cas particulier de leur insuffisance psychologique. C'est parce qu'elles deviennent de plus en plus incapables de pousser un phénomène psychologique jusqu'à son terme qu'elles s'arrêtent à moitié chemin dans cette émotion comme dans les autres. Cette opinion que je soutenais il y a quelques années me semble la plus vraie aujourd'hui, et beaucoup d'observations nouvelles viennent la confirmer. On peut constater chez bien des malades des obsessions amoureuses accompagnées même de gestes érotiques et d'excitation sexuelle, sans qu'il y ait réellement au point de départ un trouble sexuel proprement dit. Ces malades manifestent perpétuellement leur tendresse. Ils cherchent sans cesse à se faire remarquer. Ils ne rêvent qu'à des caresses et semblent constamment tendre vers quelque chose qu'ils attendent avec impatience, comme s'ils aspiraient à l'amour. Il ne faut pas s'y tromper et attribuer tout cela à des besoins génitaux inassouvis. Ces attitudes dépendent au fond de la peur terrible de l'isolement, des besoins impulsifs d'aimer et d'être aimé, qui sont en rapport avec le besoin de direction, le besoin d'excitation et des sentiments d'incomplétude qui accompagnent les dépressions. Ces obsessions amoureuses sont l'équivalent des obsessions autoritaires, des obsessions de jalousie, ou tout simplement des impulsions à prendre de l'alcool ou de la morphine. Elles alternent chez les mêmes malades avec des impulsions à rechercher les toxiques excitants. Elles apparaissent avec les crises de dépression et disparaissent dès que la tension psychologique se relève. On commettrait une grande erreur en les considérant comme primitives et en les rattachant à quelques traumatismes sexuels, anciens ou récents, tandis qu'elles ne sont qu'une expression de la dépression elle-même. D'autres malades semblent au contraire souffrir d'une grande frigidité génitale. Ils se plaignent de ne jamais arriver à la jouissance complète, de n'avoir que des satisfactions insuffisantes, et ils sont tout disposés à croire, comme le médecin psychanalyste, que cette frigidité, ces coïts incomplets, sont la cause primitive et essentielle de leur maladie nerveuse. L'observation suivante me paraît à ce propos intéressante. Une femme de 30 ans, née oui, récemment mariée et déjà enceinte, est toujours restée complètement indifférente aux caresses de son mari. « Mon mari n'est pas pour moi ce qu'il devrait être, répète-t-elle. C'est là ce qui me rend si malade. Je ne sens rien quand je suis près de lui. Il y a un vide entre nous deux. Il n'arrive pas à faire que je puisse l'aimer. Moi qui avais tellement le désir de me marier, je n'éprouve rien dans le mariage. Et j'ai maintenant l'idée de quitter mon mari, de me sauver n'importe où. Cela m'énerve de ne sentir rien, d'être comme un morceau de bois. Et c'est là ce qui me rend malade. Remarquons d'abord que le trouble est beaucoup plus général que ne le pense la malade. Beaucoup d'autres sentiments sont également troublés. Notons seulement le trouble curieux du sentiment de propriété. Rien n'est à moi dans cet appartement. Je ne suis chez moi dans aucune de ces chambres. Elle me semble étrangère et comme morte. Ces costumes, ces robes que l'on m'a achetées,
depuis le début des fiançailles ne sont pas à moi. Si je l'osais, je rechercherais mes vieilles robes et je les mettrais, car celles-là sont à moi. Si j'essaye aujourd'hui d'acheter quelque chose pour le ménage, je ne pourrai même pas en rentrant défaire le paquet, car ce qui est dedans ne sera pas à moi et ne m'intéressera pas. On peut venir prendre tout ce qui est chez moi, je ne retiendrai rien. Je suis attaché à aucun objet, comme à aucune personne. Non seulement tous les sentiments, mais tous les actes sont troublés. Elle ne peut absolument rien faire. Je n'ai pas l'idée de m'installer ici, de mettre en train ce petit ménage. Si j'essaye de commencer une action, je me sens épuisé d'avance, et je me mets à pleurer sans rien faire. Mes actions ne sont pas réelles, pas plus que tout le reste. Je ne peux même pas me décider à dormir. Ces troubles généraux sont antérieurs aux relations sexuelles avec le mari. Ils ont existé gravement dès le début des fiançailles. Ils existaient même antérieurement, quoique moins accusés. C'est une femme d'une volonté extrêmement faible, qui a toujours vécu auprès de sa mère et de sa sœur, et qui était conduite par elle dans toutes ses actions. Ma mère et ma sœur décidaient tout pour moi, et j'étais perdu, ahuri, si je me trouvais un moment sans elles. Néoui a déjà eu des crises de scrupules moins fortes, il est vrai, que celle-ci, mais caractéristique quand elle a été en vacances chez une tante, loin de sa mère et de sa sœur. Dans ces conditions, il me semble que ce serait une grave erreur que de placer les troubles génitaux à l'origine de tout cela et de lui faire avouer, ce qui est facile, quelques masturbations anciennes dont elle n'est que trop disposée à s'accuser. Cette femme ne fait pas correctement l'acte génital de la même manière qu'elle ne peut pas correctement faire l'acquisition d'un objet ou commander son dîner. L'aboulie génitale n'est qu'une manifestation de son aboulie générale. Il s'agit d'une personne déjà déprimée depuis plusieurs années, dont la dépression tient à bien des causes. À l'hérédité certainement, à l'éducation qui a été absurde, à une mauvaise hygiène physique et morale. Cette personne prédisposée a été épuisée par les difficultés des fiançailles. Elle a été bouleversée en quittant sa mère et sa sœur par la nouveauté de la vie conjugale, de la vie à deux, par l'indépendance et la solitude où elle était laissée, par le changement d'appartement et enfin par les débuts de la grossesse. Cet épuisement, cet abaissement de la tension psychologique a troublé toutes les actions et, en particulier, a rendu impossible les actes d'acquisition avec sentiment de propriété et l'acte génital avec jouissance, parce que ce sont précisément des phénomènes psychologiques de haute tension. Ce qui prouve la justesse de notre interprétation, c'est que cette malade se rétablit peu à peu sans que l'on se préoccupe le moins du monde de modifier ou de mieux organiser ses relations sexuelles.